Correspondance. Martine Jacob. Le 25 janvier 1882, naît à Londres Adeline Virginia Alexandra Stephen, que l'on connaîtra sous son nom de femme mariée, Virginia Woolf. Virginia grandit dans la haute société britannique en pleine austérité victorienne. Elle ne suit pas de scolarité et fait son éducation intellectuelle dans la bibliothèque paternelle. Elle n'a que 13 ans lorsque sa mère est emportée par la grippe en 1895 et 2 ans plus tard, elle perd sa demi-sœur Stella. Ces épreuves plongeront Virginia dans une profonde dépression, la première de toutes celles qu'elle vivra et qui finiront par l'emporter. À la mort de son père en 1904, Virginia a 22 ans et elle s'effondre au point qu'elle doit être internée. Puis elle rencontre Leonard Woolf, un ancien étudiant de Cambridge, et ils formeront ensemble le noyau du cercle intellectuel connu sous le nom de Bloomsbury Group. Elle sera considérée comme l'une des plus grandes romancières de son temps et des plus innovatrices aussi. Anticonformiste, rebelle, elle prône la liberté des idées et la liberté des mœurs. Elle fumait, buvait du whisky, elle aimait Léonard, les filles, elle aimait par-dessus tout écrire. Et avec ça, un nez, un regard, un charme inouï. C'était Virginia Woolf. Voici une lettre écrite à Léonard avant qu'elle ne l'épouse. Elle s'interroge sur l'intérêt du mariage. Nous sommes le 1er mai 1912. Mon très cher Léonard, commençons par les faits. J'ai tellement froid aux doigts que j'ai du mal à écrire. Je rentre demain vers 7h du soir. Nous aurons donc tout le temps de discuter, mais que veut dire tout cela ? Je suppose que tu ne peux pas prendre de congé si tu as l'intention de donner ta démission. C'est bien là la preuve que tu es en train de gâcher toute ta carrière. Venons-en maintenant au reste. Il me semble que je te cause beaucoup de tourments et que je dois donc être aussi franche que possible, ne serait-ce que parce que tu passes une partie de ton temps dans le brouillard, alors que tout me paraît assez clair. Il m'est difficile d'expliquer ce que je ressens, mais voilà quelques-uns des éléments qui me frappent. Les avantages les plus flagrants du mariage sont en fait pour moi autant de handicaps. Je me dis, de toute façon tu seras très heureuse avec lui. Ce sera pour toi un compagnon, il te donnera des enfants, une vie bien remplie. Et puis tout à coup je me dis, Seigneur, tu ne vas quand même pas considérer le mariage comme une profession. Les rares personnes qui soient au courant pensent pourtant que c'est exactement ce qu'il me faut. Du même coup, j'en viens à examiner mes motivations d'encore plus près. Et puis bien sûr, à certains moments, c'est la force même de ton désir qui me rend folle. Il n'est pas impossible non plus à ce stade que le fait que tu sois juif ait son rôle à jouer. Il y a en toi quelque chose de tellement étranger. Et puis je suis terriblement instable. Je passe du chaud au froid d'une minute à l'autre, sans aucune raison, si ce n'est que le simple effort physique et l'épuisement ont sur moi une énorme influence. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en dépit de ces sentiments qui se croisent et s'entrecroisent toute la journée quand je suis avec toi, il y a quelque chose de permanent qui grandit au fil du temps. Je comprends que tu veuilles savoir si ce sera suffisant pour que je finisse par t'épouser. Comment le saurais-je moi-même ? Je crois que oui, parce qu'il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas le cas, mais je ne sais ce que l'avenir nous réserve. Je ne suis qu'à moitié rassurée sur mon compte. J'ai parfois l'impression qu'on n'a jamais rien à partager avec quiconque, qu'on ne peut rien partager. C'est cela qui fait que tu me compares à une colline ou à un roc. Et pourtant, d'un autre côté, je voudrais tout. Amour, enfant, aventure, intimité, travail. Toutes ces divagations ont-elles un sens pour toi ? J'écris les choses comme elles me viennent. Si bien que je passe d'un extrême à l'autre. Tantôt je suis presque amoureuse de toi et j'ai envie que tu sois toujours avec moi, que tu saches tout de moi. Et tantôt je deviens sauvage et distante au possible.
Il me semble parfois que, si je t'épousais, je pourrais tout avoir. Et puis, est-ce le côté sexuel de notre union qui s'interpose entre nous ? Comme je te l'ai dit sans ménagement il y a peu, je ne ressens aucune attirance physique pour toi. Il y a des moments, comme l'autre jour quand tu m'as embrassée, où j'ai l'impression d'être dure comme la pierre. Et pourtant, ton attachement pour moi me submerge. Il est si réel, si étrange. Pourquoi faut-il que tu me sois ainsi attachée ? Je suis agréable, attirante, mais quoi d'autre vraiment ? Et pourtant, c'est justement parce que tu tiens tellement à moi qu'il faut que moi aussi j'arrive à en faire autant avant de prétendre t'épouser. Je sens que je dois pouvoir tout te donner, sinon le mariage pour toi comme pour moi ne serait qu'un pis-aller. Si tu peux continuer comme avant, me laissant trouver ma voie toute seule, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Mais alors il faudra que nous prenions le risque tous les deux. Mais tu m'as également rendue très heureuse. Nous souhaitons l'un comme l'autre un mariage qui soit formidablement vivant, toujours brûlant, qui ne soit pas quelque chose d'éteint ni de facile comme le sont certains mariages. Nous attendons beaucoup de la vie, tu ne crois pas ? Peut-être l'obtiendrons-nous, et alors quelle victoire ! On n'arrive pas à dire grand-chose dans une lettre, n'est-ce pas ? Je n'ai même pas abordé tout ce qui nous est arrivé ici. Mais ça peut attendre. Tu aimes cette photo ? Un peu trop guindée à mon goût. En voilà une autre. Ta Virginia. Dans ses réflexions écrites, il y a ces lignes. Il n'y a pas de plus bel endroit au monde que Canterbury, et je pèse mes mots, moi qui suis à Florence et qui ai vu Venise. Et tant qu'on n'a pas vu le Tintoret, on ne sait pas de quoi la peinture est capable. Nous avons pris des gondoles, mangé des glaces chez Florian au son de l'orchestre et rencontré trop de jeunes mariés à mon goût. Le monde entier semble être en train de s'accoupler. On nous dit que Venise n'est fait que pour les jeunes mariés, qu'il faut être 2 pour l'apprécier. Et nous sommes 5. 1912. Virginia a 30 ans et finalement, elle épouse l'écrivain Leonard Woolf. Elle le surnommait, durant leur fiançailles, le juif sans le sou. Cependant, ses époux ont des liens très forts. Et en 1937, Virginia Woolf décrit dans son journal son état d'épouse comme un grand plaisir. En 1917, elle fonde avec son mari une maison d'édition, la Hogarth Press, qui publiera non seulement ses textes, mais aussi ceux des plus grands auteurs contemporains, Thomas Eliot, Mansfield, Rilke, les premières traductions de Freud. Virginia est tantôt critique, tantôt romancière, écrivain doutant toujours, tenaillée par la migraine ou les dépressions, conjurant les égratignures des uns ou les verdicts des autres. Écrire, lire, tout est là. Et l'expérience littéraire est, pour Virginia Woolf, indissociable de l'expérience vécue, à la fois plongée du langage au cœur de la vie, intensification des perceptions, unité entre le dehors et le dedans, et lien maintenu, prolongé dans l'espace et dans le temps. L'histoire de sa vie entre dans ses romans. Elle revient toujours sur sa famille, ses parents, son enfance chérie à Talland House, dans les Cornouailles. C'est là qu'elle situe pour toute sa vie l'idée du bonheur. Sa sœur, la mort de sa mère, la mort de son père. En fait, dit-elle, je pense parfois que seule l'autobiographie relève de la littérature. Les romans sont les pelures que nous ôtons pour arriver enfin au cœur, qui est vous ou moi, rien d'autre. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle, c'est pourquoi tu veux rester sur un plateau d'argent. Elle te sert du thé au jasmin, et quand tu voudrais lui dire tu n'as pas d'amour pour elle, elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voir
les yeux fermés, une flamme brûle dans ton cœur. Il était un pécheur venu sur la terre qui a veillé très longtemps du haut d'une tour solitaire. Quand il a compris que seuls les hommes perdus le voyaient, il a dit qu'on voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent. Mais lui-même fut brisé bien avant que le ciel s'ouvre. Délaissé et presque un homme, il a coulé sous votre sagesse comme une pierre. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés, une flamme brûle dans ton cœur. Suzanne t'emmène écouter les sirènes, elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Comme du miel, le soleil coule sur Notre-Dame des pleurs. Elle te montre où chercher parmi les déchets et les fleurs. Dans les algues, il y a des rêves, des enfants au petit matin qui se penchent vers l'amour. Ils se penchent comme ça toujours, et Suzanne tient le miroir. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés, une blessure étrange dans le cœur. C'est au cours d'un dîner en 1922 que Virginia Woolf rencontra Vita Sackville-West, qui allait être, jusqu'à sa mort, une des personnes les plus importantes de sa vie. Quand elles font connaissance, Virginia a atteint une certaine notoriété. Elle a déjà écrit 3 romans et déjà fait face à 3 crises d'aliénation mentale. Vita est en train de devenir un auteur à succès et elle a déjà publié romans et poésie. 20 ans de correspondance entamée en 1923 et qui ne s'achèvera qu'avec la mort de Virginia Woolf. Une correspondance qui séduit en raison de la personnalité des 2 femmes et plus encore par le style des lettres. Chacun connaît l'art de Virginia Woolf, mais le style des lettres de Vita est une surprise. Il est magnifique, enlevé, brillant, éclatant. Vita aime la vie, le jeu, les plaisirs et les voyages, et elle ne s'embarrasse pas de fidélité. En lisant leur correspondance, on ne peut douter de la profondeur de la passion indestructible qu'il y a ces 2 femmes exceptionnelles. Vita Sackville-West excellait dans l'art de la correspondance, que ce soit pour dépeindre les jardins anglais, les montagnes de la Perse, les déserts de l'Arizona. Virginia Woolf, pour sa part, se débattait sans cesse dans les affres de l'enfantement de sa vérité de l'écriture. Ce n'est qu'en 1925 que commence réellement leur liaison. Vita est impressionnée par la publication de Mrs. Dalloway et Virginia sort d'une période d'épuisante migraine. De badin, le ton des lettres prend une tournure amoureuse puis le ton de la passion. Mais Vita part pour Téhéran où elle doit rejoindre son mari qui est diplomate. La séparation est douloureuse pour Virginia, ses lettres sont pleines de passion, de mots tendres et on sent poindre la jalousie. Les voyages donnent à Vita l'occasion de l'être drôle, alerte, vivante. L'une a besoin de protéger, l'autre a besoin de l'être, toujours en proie à cette angoisse et à la peur de la folie. Voici une lettre qu'écrivit Virginia à Vita le 7 septembre 1925. « Ma chère Vita, vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous ne m'écrivez pas, mais peut-être est-ce mon tour, à ceci près que vous êtes en meilleure position que moi pour écrire des lettres. Il y a dans la pièce où vous vous tenez 2 personnes dont vous pouvez entendre la conversation. Il n'y a qu'un seul chien dans la mienne et rien d'autre que des livres, des papiers, des oreillers et des verres de lait, des couvre-pieds qui sont tombés de mon lit et ainsi de suite.
Tout cela a provoqué en moi un tel désir de savoir ce que sont en train de dire ces deux personnes que je me vois contrainte de vous supplier de me le dire. Oui, dites-moi qui sont vos visiteurs, même si je n'ai jamais entendu parler d'eux, ce n'en sera que mieux. J'essaye de vous inventer à mon bénéfice, mais je m'aperçois que je n'ai seulement que 2 brindilles et 3 brins de paille pour y réussir. Je ne parviens pas à créer la sensation de vous voir vraiment, les cheveux, les lèvres, le teint, la stature, et même parfois de temps à autre les yeux et les mains. Mais je découvre alors que vous me laissez pour aller dans le jardin, ou jouer au tennis, ou bêcher, ou vous asseoir pour fumer et bavarder. Et alors il m'est impossible d'inventer un seul des mots que vous prononcez. Cela prouve, et je pourrais écrire là-dessus des pages et des pages, combien nous nous connaissons mal les uns et les autres. Seulement des mouvements et des gestes, rien de véritablement lié, profond et continu. Mais donnez-moi une indication, je vous en supplie. Professer devrait aller de soi, mais il s'y est adjoint à présent une connotation de protestation d'insincérité. Du moins pour moi, qui je le suppose est blanchi sous le harnois du péché et impute, je le reconnais, aux beaux vieux mots anglais des significations qu'ils n'ont pas. Mais écrivez quand même à votre affectionnée scélérate. Virginia. De Téhéran, Vita écrit à Virginia le 9 février 1927. « Ma chérie, je ne sais vraiment comment faire pour t'écrire. Tout est si confus, si einsteinien, un état que je ne puis jamais espérer te communiquer. Je n'essaierai donc pas. Quoi qu'il en soit, je suis là. J'ai franchi ces montagnes familières et j'ai traversé cette familière plaine, et il m'a semblé dès le début que je n'en étais jamais partie. Mon esprit s'est adapté instantanément aux proportions et à la forme, à l'odeur et à la couleur de la Perse, comme si chaque pièce s'enclenchait dans son engrenage. De telle sorte que je ne sais plus si l'Angleterre elle-même ne semble être qu'un point sur la carte, uniquement peuplée de 3 ou 4 personnes, de taille normale, ce qui les fait paraître incongrument vastes, étant donné l'île minuscule sur laquelle se situe leur existence. Mais, à mon sens, c'est comme cela que les choses doivent être. Les sites rapetissent, mais les humains sont stables. Au moment où nous arrivions, nous avons commencé à parler des modalités du retour. Un instant, notre expédition dans les montagnes sembla être en péril, mais à présent tout est rétabli. À un autre moment, il a paru probable que nous reviendrions par Constantinople et Athènes, par voie de mer, et c'est alors que, dans cette hypothèse, j'ai formé le projet vertigineux de te retrouver là. Mais aujourd'hui, c'est abandonné. Te serais-tu rallié à ce plan ? En admettant toujours que tu aies choisi la Grèce à la place de l'Amérique. Serais-tu monté à bord ou piré pour me trouver en train de t'attendre en haut de la passerelle ? Nous serions alors revenus ensemble par les mers de la Grèce, ce qui, je le suppose, m'aurait complètement déboussolé. La Grèce, avec toi, en mai. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que je sois là, devant la même table, à t'écrire exactement comme j'avais l'habitude de le faire l'an dernier, avec le même soleil qui m'inonde à travers les feuilles des platanes, et que j'éprouve à nouveau la même sensation d'impuissance désespérée. Voyager étant, comme tu le sais très bien, le plus intime des plaisirs. Et ton atelier me semble tellement plus réel que n'importe quoi d'autre, ainsi que toi, me faisant des signes d'adieu sur le seuil de ta porte. Oh, comme j'aimerais que tu m'expliques la vie, de façon que je puisse l'apercevoir avec fermeté dans son intégralité. Je ne me rappelle plus très bien les termes de la citation. À mesure que je prends de l'âge, l'existence m'apparaît comme de plus en plus déconcertante. Je vais lire les mémoires de Gide et voir si cela m'est de quelque utilité. Midi, le canon, les muezzins lâchant leurs plaintes dans la rue, le soleil, un petit air de flûte montant d'un vendeur d'oranges. Te souviens-tu de m'avoir écrit d'Espagne il y a bien des années au sujet d'une procession religieuse ? Comme je suis heureuse que tu existes. Ta Vita. C'est la proximité intellectuelle entre les deux femmes qui va permettre à leur relation de passer de la passion à l'amitié amoureuse, puis à l'amitié tout court. Vita se tourne vers d'autres amours
et grâce à l'argent que lui rapportent ses livres, elle va se consacrer à entretenir, à embellir sa propriété de Sissinghurst, qui devient le centre de son univers. Les lettres prendront un tour différent, parfois frivole, et ne dédaignant ni les ragots ni les moqueries sur la société qui les entoure. Virginia et Vita, deux femmes passionnées par la vie culturelle et intellectuelle de leur temps. Elles fréquentent tout ce qui compte en littérature à l'époque, Thomas Hardy, Aldous Huxley, D.H. Lawrence. Leurs échanges portent souvent sur l'écriture, elles comparent leurs lectures, s'enthousiasment pour Proust. Mais l'immense écrivaine anglaise, romancière hors pair et féministe de la première heure, ayant épousé très jeune Léonard, auteur mineur qui eut la grandeur de s'effacer devant le talent de sa femme et de la protéger des appels de la folie, si ce mariage fut non consommé, si Virginia trouva des âmes sœurs féminines où s'adonner à la sensualité, c'est à cet époux dévoué et exemplaire qu'elle adressera ses derniers mots. Un soir de mars 1941, Virginia tente de mettre fin à ses jours en se jetant dans une rivière. Cette tentative se soldera par un échec et elle rentrera chez elle trempée jusqu'aux os. Mais Virginia Woolf ne s'avouera pas vaincue et quelques jours plus tard, le 28 mars 1941, elle parviendra à échapper pour de bon à sa vie consumée par sa maladie mentale. Le jour de sa mort, Léonard, son mari, qui ignorait tout de ses projets, découvrira cette lettre sur la cheminée. Le corps de Virginia Woolf sera retrouvé quelques jours plus tard dans la rivière Ouse, les poches de son manteau remplies de cailloux. Mardi, mon bien cher, je suis certaine d'être en train de redevenir folle. Nous ne pouvons pas encore traverser cette effroyable épreuve. Cette fois, je ne m'en sortirai pas. Je commence à entendre des voix et je ne peux plus me concentrer. Alors je vais faire ce qui semble être la meilleure chose à faire. Tu m'as offert le plus grand bonheur possible. Tu as été à tous les égards tout ce que quelqu'un peut être. Je ne crois pas que deux êtres auraient pu être plus heureux avant l'arrivée de cette terrible maladie. Je ne peux plus lutter davantage. Je sais que je gâche ta vie, que sans moi tu pourrais travailler, tu travailleras, je le sais. Tu vois, je n'arrive même pas à écrire ceci convenablement. Je ne peux plus lire. Ce que je veux te dire, c'est que c'est à toi que je dois tout, le bonheur de ma vie. Tu as été d'une patience absolue et d'une incroyable bonté avec moi. Je tiens à te le dire, tout le monde le sait. Si quelqu'un avait pu me sauver, cela aurait été toi. Tout s'échappe de moi sauf la certitude de ta bonté. Je ne peux pas gâcher ta vie plus longtemps. Je ne pense pas que deux êtres auraient pu être plus heureux que nous ne l'avons été. Virginia. En 2012, la Pléiade retraduira les œuvres romanesques de Virginia Woolf, ainsi qu'un recueil de nouvelles. Virginia Woolf sera la 9e femme de lettres entrée dans la Pléiade. Parmi elles, Madame de Sévigné, Marie de France, Marguerite Yourcenar, Jane Austen, Colette, Marguerite Duras, George Sand, Nathalie Sarraute, Virginia Woolf.
C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.